toutes et à tous et bienvenue aux premiers entretiens de poésie de cette nouvelle saison 23-24. Et donc c'est un peu pour nous une expérience, donc on vous prie de bien vouloir excuser le petit retard au démarrage parce que comme c'est un peu expérimental pour nous, c'est-à-dire que j'ai demandé bon, j'espère que vous allez bien, j'ai demandé au comité, en fait, à tout le comité d'être présent, c'est-à-dire d'être présent par des textes, des créations. Et donc vous allez avoir une espèce de, je ne sais pas comment on peut dire, de best-of, enfin bon, en tout cas une espèce d'échantillon du travail du comité. Le prochain rendez-vous, c'est le 28 octobre. Il sera consacré au retour du roman en vers, puisque vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de romans en vers qui sont parus, soit en traduction, soit directement, Christophe Manon, Zoé Valdès, mais Jean-Patrice a eu une discussion avec Christophe Manon sur la question du roman en vers, donc on parlera de ça. Et puis ensuite, le 2 décembre, on présentera le nouveau numéro de la revue, et il y a des auteurs dans la salle, et donc je les salue, le 185-186. Et donc pour cette première édition de l'année, on a donc pris cette formule de Paul Celan, que vous trouvez dans le Méridien. La poésie ne s'impose plus, elle s'expose. Et ce sont diverses modalités de son exposition auxquelles vous allez donc assister aujourd'hui, en espérant que vous passiez un bon moment donc, avec ce comité merveilleux. Et donc évidemment, il y a aussi des membres du comité qui sont ici présents. Et donc je commence par la première vidéo qui nous a été envoyée. Je revis, remeurs, me rebrûle et me noie. J'ai chaud de ouf en me caillant les miches. La vie, tu sais, ce putain de fétiche. J'y suis un peu paumé, mon pouls, un peu plus à chaque fois. Il y a ces jours de high, jours de problèmes bénins, l'amour et le soutien et l'espoir bien ancré me rendent toute puissante, mon pouls, ivre de santé. Je t'aime, moins de sucre, tu m'aimes, gluten en moins. C'est dingue. Et puis c'est la descente, je sens tout, je vois rien. Hormones en chute libre, fatigue, saignement. Le sol n'est plus que pente et moi j'ai plus les reins. Notre avenir au fond n'a pas d'avenir, mon pouls. Et mes appréhensions qui font du ski de fond, même ce sonnet n'en est pas vraiment un. Donc Camille Bloomfield, qui revisite, je crois que c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, un poème de Claude Labbé, de Louise Labbé. Et Camille m'a dit, il faut que tu dises au public, la vérité, c'est que un jour, Louise Labbé m'a dit. Et c'est donc ça que Louise Labbé lui avait dit. Maintenant, on va écouter un poème de Habib Tengour, qui va être lu par Claire Polian. Habib Tengour est en Tunisie aujourd'hui. Donc à chaque fois, je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas là. Il est en Tunisie pour achever son nouveau recueil. Et dans ce nouveau recueil, il y a ce poème dont Claire Polian, qui est membre du comité, va nous lire un extrait. Donc, il s'agit du poème « L'année 54 », qui est placé avec quelques phrases du poète Odysseus Elitis, Octavio Paz, Adonis, Charles Fourier, et à chanter le soir ensemble des airs anciens, comme nomades à la halte du feu, qu'arrive-t-il, de Michel Deguy. Me reviennent les paroles de l'ami, jadis. Approchant du seuil, ils dirent, et ce qu'ils avaient à dire me devient obscur, moment, où je m'avance vers le seuil de la demeure, gravats épars, n'osant le salut, comment oser se hasarder. L'ami a déserté les parages, impromptu, laissant cendres et débris calcinés, au détour d'une rue cabossée, en face la mosquée Omar, la maison des métallos à quelques mètres, empreinte grimaçante de mèches, gentrification du quartier. Que de fois, à contre-cœur et le cœur lourd, n'ai-je invoqué ce prélude, il vrille le cerveau, astreinte pour le poète pétri de conventions, impétrant sur ses ergots, l'arrêt convenu, les pierres noircies du foyer, larmes en abondance, que de coupes vidées, le décompte des jours en suspens, la harangue, toujours prête à l'emploi. Les renouveler à chaque énoncé, ne pas les réitérer, les arborer avec audace,
à mutiler l'élocution à plaisir, pure forme, sinon gageur, s'occuper encore de ça qui sape une maîtrise de façade, le regret en sourdine, l'abandon plus tard. Solliciter un verbe rétif à l'insu des barbes en broussailles, le vider puis le remplir sans secouer la jatte, refuser les accommodements du cénacle, œil et oreille en alerte, prompte à expérimenter l'improviste, peu importe l'issue, la complicité du désert incertaine, le sable abomine toute ternissure, imiter ainsi le prince errant, pleurant une trace allée, son royaume confisqué, les siens massacrés. De quelle utilité la quémande, ou chercher refuge pris en étau? Byzance n'est qu'un pis-aller. Les mots se cabrent sur la route de l'exil, le verbe récuse toute métaphore funeste, elle raille le piaffement des mots quand l'intuition de dire défaille, quand bien même ciron ou œuf blanc vierge ensablé. Cette ombre s'échinant à séparer feu et cendre, indifférente aux choses environnantes, non blasée, cependant, immobile, chaos de bombardements dissimulés. Là-bas, en Indochine, la guerre fait rage, que de ventre creux engagés. Pourquoi s'enrôler? La soupe, la gamelle. Allez combattre vos colonisateurs, vos ennemis sont les Français, pas nous. Le cerveau lavé, sans retourner estropié, plastronné, médaille exhibée. Retour aux ruines, une flopée, tu détailles chacun de ses gestes, t'assurer sa présence. Est-ce bien une ombre qui s'agite sous tes yeux, inquiète ou simplement interrogante, dans les décombres moisis? Tu ignores si ce que tu vois porte un nom, et si ce nom, lettre cramoisie, liaison dans un registre défraîchi, consulté à des moments perdus, nostalgie des réminiscences torches, était propre à nommer. Ombre ou ange peinant à désigner les choses, à clocher sur le chantier, travaux interrompus, sans abri, le dos cassé, le visage écarlate, englué dans le désir inabouti, viscère en brasier, vacillant, réduit au balbutiement, gorge étrécie, atteint d'une aphasie sacrée, bon sang, tu l'observes à l'écart, à mendier la compassion d'une hulotte dans l'embrasure de l'aube. Bientôt, un vent du sud disperse les restes des tatouages, le départ consommé, poussière caduque de schiste, luminance outrée en mémoire, les pierres du foyer, témoins muets d'un passage, ne répondent pas au salut. La tente ne fait rien à l'affaire, dégagée sans broncher. Ces images me hantaient sans pour autant saisir les mots du poème, mots désuets d'une migration ancestrale. Le dit la rapporte embellie, familier et grisant aujourd'hui, acharnement à les débusquer dans le marasme occulté, cette langue que le livre accapare. La nuit et sa complainte aux accents carnivores, une nostalgie que tu ne sais dire, que de mots t'assaillent cependant, abattement refusé au moindre déclic. L'enfance enfouit ses secrets, cachettes occultées, seuls fourmis et lézards les ont sondés, déposant leurs rapines dérisoires, t'invitent à les suivre dans leur terrier. Affleure à l'entracte la foule en désordre, une horde déchaînée, négligeant la logorée des actualités, la plainte dans le champ à la nuit, une voix, c'était Nour el-Hoda et Farid el-Atraj, la nuit vague, l'œil dilaté. Le cinéma, aujourd'hui désaffecté, en lambeaux, muet dans l'expectative, désabusé, les spectateurs, autrefois nombreux à resquiller, à s'étriper pour un strapontin, le costaud écrase tout le monde, le ciné-luxe, dans cette ville supérieurement bigote. Il rivalisait avec toutes les mosquées de la Suika, matinées et soirées euphoriques, monuments dignes d'être classés au patrimoine. Restera-t-il debout jusque-là, cet attachement aux vieilleries? Ce n'est que tard, et tu aurais pu mourir. Entre-temps, des clips t'assaillent au réveil. Où es-tu et quel jour? Le bleu inespéré des purs nuages te coupe le souffle. Bien que gris dans la grisaille d'un paysage élavé, tu dois chausser tes mots urgemment, et qu'importe le désordre de ta vie et ce qui importe. J'avais 7 ans quand la terre a tremblé. Je ne me souviens pas très bien. Était-ce la nuit et ses poids encombrants?
Je n'ai pas sursauté dans le noir. À 7 ans, la terre est un mystère, le cœur encore insondable. À l'école, Jean-Mère, branle-bas, sous le préau, en rang, maîtres et élèves, recueillement. La maîtresse nous a appris les mots cataclysme et séisme, la définition recopiée, la règle aux aguets, soigneusement, à l'encre rouge des grandes occasions, sur le cahier de classe d'un grand Larousse illustré. Les élèves se disputaient pour le consulter. On nous a distribué des carnets de timbres de la Croix-Rouge, des cartes postales du sinistre. La maîtresse nous avait expliqué les subtilités du mot sinistre. Une tirelire en métal, allez, cœur vaillant, quêter sous les arcades, porter secours aux populations endeuillées. À la Médersa, quand le maître a vu la carte postale, il a hoché la tête, murmuré « Atlal », sans rien expliquer. Cette explication qui manque, que le temps s'échine à résoudre. De cette époque, les souvenirs se confondent, surviennent, titubant comme l'ivrogne du quartier, à chercher querelle aux passants, à blasphémer hargne et dépit, acharnement du sort, à bafouiller dans les sanglots et les vomissures, et la voisine qui gémit, son fils engagé, la soupe, la gamelle. Là-bas, la guerre en Indochine, c'était très loin. Les Arabes meurent comme des mouches. Mon père sortait de prison. Émerge une légère brume, elle recouvre le portail de mon école primaire. Un bleu-gris et une odeur d'eucalyptus dans la cour de récréation. Elle te poursuit à la sortie. À Tigdit, nous avions ressenti la secousse. Dans la maison, l'armoire a vacillé. Plusieurs assiettes se sont brisées sur le sol. Je n'avais rien vu de tout ça, ni entendu les cris de grand-mère. Dehors, l'affolement, la complainte de Cheikh Hamada dans les cafés de la Suika. On disait la terre secouée par son tremblement, béance à rejeter ses fardeaux, refermée aussitôt, engloutissant hommes et bêtes. Elle menaçait sa besogne inachevée. C'était là un présage de grands événements. Était-ce l'heure? Qui pouvait l'affirmer? J'avais peur de tomber dans un grand trou. Merci beaucoup, Claire. Le poème donc d'Habib Tengour, qui s'appelle 1954. L'année 1954. Voilà. Et donc je pense qu'en voyant la différence de tonalité, mais aussi de support poétique entre le travail de Camille et le type de proposition d'Habib, vous voyez un petit peu ce qu'on fait à la revue. Donc maintenant, on va vous projeter un poème qui est un poème d'un poète qui fait partie du comité, qui s'appelle Guillaume Artus-Bouvet. Et le voilà. Lait du mugissement. Quoi mugir, ou fratrise seul cri, par la troupe des peaux. Meugle au ciel, au silence. Meugle au verre de ciel. Meugle au sable, au pays. Meugle encore ce que. Meugle perd cela, que l'aube beurre blanc. Meugle perd cela, 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 cela. Meugle effet d'Arcadie. Meugle imbu de falaise, hauturière pâture, si bas. Meugle aboie de lumière. Tout, mâchoire solaire, et partout refermé. Meugle encore, au seul père. Meugle perd cela, bu, bocage de nerfs, ou bête pesse bleue. Meugle, infus de buée. Meugle, au comble du muscle. Meugle, au calque des veaux. Meugle perd cela, pure viande mugie. Meugle un geste de hache. Meugle quoi? Meugle quoi? Braise d'une hume père à la même graisseur et graisseur. Meugle quoi? Les simplesses du sel au sel sacre. Meugle quoi? Père père, René. Meugle père nouant ta force blanche au blanc. Meugle quoi corbe aphone, ici invulnéré, ou des dites faïences. Meugle mufle outre-glotte, en son fond, ô viscère. Meugle mutiquement. Meugle quand? Meugle l'heure liquide, meugle un dieu de colère roué, meugle d'algues le mal. Meugle à la pierre d'angle la soie, s'arroge la coudée, sourd le plume, couleur, irrume, à même crin. Ses tendresses cousues,
à même peau cousue, à même peau mâchée suavement, cet incendie de pâle silencé, ces visages de chêne, ambre aux joues, poudre aux lèvres, affre au corps, meugle invide dedans, nus aux vulves, aux brûlis, sœur labiale. Alors maintenant, on va voir un document que nous a envoyé Laurent Génie, qui est un document un peu plus long sur la lumière. En ce moment, il travaille sur la lumière, Laurent. Il a publié dans la revue un texte sur la lumière et il vient de publier un volume qui forme une espèce de trilogie qui s'appelle Le désir de voir. Et donc, il a créé cette installation, c'est peut-être un mot qui va vous sembler un peu rhétorique pour un PowerPoint, mais c'est ce que vous allez voir. Et les photos sont de Laurent. La lumière n'est pas une matière de pensée ni de compréhension. C'est d'abord un éblouissement que Quignard obstinément rapporte au drame de la naissance et au cri de l'air dans les poumons où se prépare la parole. Cela fait longtemps que je m'intéresse à la lumière, que je la capte, sans souci d'art, avec des instruments optiques. Dans l'éclatement de ces traits qui sont indémêlablement physiques, perceptifs, organiques, chimiques, esthétiques, intellectuels et spirituels. Désespérant d'en démêler les chevaux, je me suis mis en tête d'en rassembler des reflets dans les notes et pensées d'autrui, avec la consolation d'en constituer un récit pour moi-même. Je ne peux regarder la lumière en face. Je perçois seulement l'éblouissement qu'elle me cause en rencontrant mon œil, éblouissement où se perd ma vision et où mon œil devient visible en pleine clarté pour autrui. La lumière n'est pas seulement la clarté de ce qu'elle éclaire, mais en rendant autre chose visible, elle est visible à elle-même, et elle n'est visible qu'en rendant visible autre chose. Il y a donc une dimension réflexive de la lumière, que déjà les stoïciens avaient relevé, dit Gadamer. De là, toutes les métaphores de l'intelligence comme clarté, toutes les analogies optiques de la réflexion. Lorsque Valéry se demande comment définir la perception de la lumière, il est bien embarrassé pour donner une réponse autre qu'indirecte. Autrement dit, elle n'existe que réfléchie par ce qui n'est pas elle et lui fait obstacle. Sinon, c'est la nuit absolue. C'est une limite inverse qui fait qu'à proprement parler, je ne peux pas voir les objets transparents à la lumière comme le ciel. Il se cache dans sa lumière, observe Valéry. Ni le ciel, ni la lumière ne sont des objets. La bioluminescence est un des phénomènes du vivant les plus anciens et les mieux partagés. Nous sommes plus familiers des lucioles et des vers luisants, mais c'est dans l'océan que la bioluminescence est la plus commune. En dessous de 200 mètres de profondeur, 75% des organismes sont bioluminescents. La lumière est un indicateur fondamental dans l'océan. Une émission de lumière est une promesse d'alimentation, une alerte, un drame en cours, une présence amie ou ennemie selon les situations. Dans tous les cas, une mise en relation, en cours ou à venir. Contradictoirement, la lumière émise par ces organismes, selon les situations, sert à apparaître, pour se signaler à des congénères, ou à disparaître, camouflage, par contre-illumination et fusion avec la lumière ambiante. On retrouve ici toute l'ambiguïté de la fonction lumineuse, qui peut tout à la fois servir à aveugler et à faire voir. La photographie rend compte des jeux de la lumière lorsqu'elle éclaire les objets du monde. Les lumières filtrées par les persiennes se gaufrent en éclatantes pâtisseries. À travers les stores vénitiens, elles se frayent un passage, zébrant murs et planchers de barres parallèles, alternativement claires et sombres. Les parois de verre liquéfient la lumière. Elles s'y lovent en nœuds et coulées éblouissantes,
s'y réfugiant comme pour y prendre un nouvel essor. Le flacon de verre, qui figure souvent comme détail dans les scènes d'annonciation, explique visuellement le mystère de cette pénétration sans défloration. C'est comme une transparence qui se laisse transpercer par la lumière sans se briser. La lumière révèle sur les murs de chaux des grumeaux de blancheur aux ombres bleues minuscules. Elle se saisit de tout angle ou fente pour projeter dans l'espace sa joueuse géométrie. Réflecteurs, qui viennent illuminer la peau par en dessous, rebondissent sur elle, dirait-on, non sans l'avoir transfigurée, car effectivement elle devient rayonnante, alors les visages sont des lampes allumées. La lumière est à la fois le sujet et l'objet de la photographie, écrit Christian Bonnefoy, parlant de la technologie argentique. Sujet, parce qu'elle est l'agent qui rend visible, en frappant l'halogénure d'argent, et objet, parce que c'est elle qu'on voit, dans toutes les formes qu'elle illumine. Comme il le note, dans l'histoire de la photographie, le triomphe de la représentation nette est travaillé par une tentation inverse, une régression qui semble tirer vers l'arrière, vers l'origine, et reverser l'image du réel au bouillon chimique qui la dévore et l'emporte à nouveau dans le monde brouillé d'avant sa naissance, là où les particules de lumière ne sont encore que des corps vagabonds. Et il ajoute : la lumière traverse toute chose, mais n'oublie jamais la cause d'où elle provient, comme si elle progressait en tournant le dos à sa destination et le regard vers son origine. Photographie réflexe, si l'on veut, mais en un tout autre sens que les appareils du même nom. Retour à cette soupe lumineuse d'où peut-être nous provenons. Avec des références ou des citations de Pascal Quignard, Les Heures Heureuses, Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, Paul Valéry, Cahiers, Jérémy Brugidou, Vers une écologie de l'apparition, Christian Bonnefoy, Traité de peinture. En fait, je me disais en écoutant avec vous et en regardant que c'est un petit peu comme si on faisait un numéro de revue, là, en fait. Ça ressemble à la revue. C'est pas étonnant, d'ailleurs. Alors, une nouvelle vidéo de Camille. Épanchement, intra-articulaire et surtout sentimental. Pas d'anomalie de l'aponévrose plantaire. Pas d'anomalie au niveau du ligament collatéral tibial. Pas d'anomalie du signal osseux par ailleurs. Pas d'anomalie au niveau du string ligament. Pas d'anomalie au niveau des ligaments du chopard. Naviculaire dorsal, ligament calcanéo-cuboïdien, ligament. Pas d'argument en faveur d'un névrome de Morton. Pas de lésion visible au niveau de la plaque plantaire. Pas d'anomalie visible au niveau des tendons fléchisseurs et extenseurs des orteils ni des tendons fibulaires. Pas d'épanchement intra-articulaire visible. Présence d'épanchement sentimental chronique. Présence d'une chondropathie au niveau de l'articulation de l'isfranc. Lis-le franchement. Entre le cunéiforme latéral et la base du troisième métatarsien, avec discret œdème sous-chondral. Présence d'une bursite intercapito-métatarsienne intéressant les premiers, deuxième et troisième espaces. Surtout le troisième espace. Absence d'anomalies significatives visualisées. Êtes-vous donc si sûr? Avez-vous lu mon cœur? Conclusion: bursite intercapito-métatarsienne des trois premiers espaces, chondropathie de l'articulation de l'isfranc entre le cunéiforme latéral et la base du troisième métatarsien avec discrète œdème sous-chondral, intégrité des ligaments tibiofibulaires, talofibulaires et fibulo-calcanéens et du sinus du tarse, et présence d'une synostose talocalcanéenne incomplète avec petits ponts fibreux et œdème bien visible de la berge talienne, témoignant d'une synostose instable. Vous avez dit instable? Camille Boum-Fridel. On va maintenant écouter Jean-Patrice Courtois, qui nous fait l'amitié de lire des poèmes, mais tu vas en dire un mot, de son prochain livre.
quelques extraits du prochain livre qui suit Théorème de la nature et description, le troisième et dernier de la trilogie. L'ultraspectral pixelisé, les narrations d'avant-amont, des linéations de non-traces par vagues, la technique du chien blanc, plus qu'ossature, un X devant, l'Y fond de scène, bricolage, deux lieux, deux choses, un espace, tout ce qui ne suffit pas remplit tout ce qui se présente, espace-absorption, toute la suite à la suite, tout de suite, trame généraliste, ruban. La photo insipide pour bien montrer que la photo est l'illustration d'un concept, dit l'artiste numéro 1. La place, mieux, de l'espace, mieux, une place, mieux, un lieu, ou mieux, une place, espace de lieu. Je m'intéresse à ce qui s'y trouve, dit l'artiste numéro 2. A trouvé ça déjà là. L'entraînement de l'avoir vu validant l'ayant vu. Il y faut des yeux de vue. L'artiste numéro 1 pose un principe. Je ne suis présent qu'après être parti. Voir le principe photo ou voir le principe, le commun entre les artistes 1 et 2. Les deux intéressent le concept voir, 1 et 1, alpinisme plat. Reproduire en un point, soit exactement, soit approximativement, un message, une destination, spectre large du nombreux, la clé peu de mots, aboutir répète un bruit supérieur aux redondances de langue, particules de clic, le nombre des noms, hors service, poussière interposée, le nom mélodique chuinte, lieu de trait d'espace, le 2.0 à rase sans ambassade. Si une langue a des actes, alors donc vue photo, dérive, migrant, sans contexte, sans référence, image flottante, dispersion, fond et forme, support, comme il est, un support, 2, 3, autre support, papier, pixel, le change ne change pas, la manière modale appartient partout, bande passante, photo lue d'une chose vue, lue en photo mot, bateau plus canot, personne 72, mort 63, photo sans origine, presse, un témoin dit des mots, nous regardons, ils nous regardent, nous leur montrons des cadavres, les enfants, nous buvons l'eau de mer, nous chions, les personnes, les bateaux sont, canot plus bateau, des militaires, rien ne se passe. Témoin du témoin, le loin mutique du voir mot lire photo. D'un coup, c'est la suite, voilà. GPS photogrammatique, du tout continu, couleur lieu, vie des lieux où vivre, vue des images de sa vie dans les lieux où il vit, la somme protectrice en somme, l'autosurveillance contre la surveillance, décranter l'insertion obligatoire, illisible global néo-document, préemption par co-documentation, façon document excroissance deuil, l'alphabet vidéostatique, en réemploi, titrant transit, titrant C-print, titrant still from calibration, titrant tracking, titre art, filtre paquet extrait, de masse pixel paquet, unitairement image d'image de non-art, du mur réattribué, en collé d'images plan, de l'alibi pixel, le phénomène réel du mur donne lieu à du lieu, autokleptocratie, tibi-tibi, du libre, quasi. Il ne peigne pas, il ne dessine pas, pas de sculpture, la caméra et les lieux, les changements ont eu lieu, ils suivent les lieux changés. Les 5 artistes disent, l'utilité de l'art c'est être comme des rats. Le rat va au lieu qui va au rat, le lieu radié, zone d'exclusion, le tsunami à 2 chiffres, ou 10 chiffres, mètres ou litres, vague géante range chambre géante,
Les artistes autorisés déposent des projets. L'exposition ne se visite pas, sauf rat humain et rat purement rat. Elle dure jusqu'à ce qu'elle ouvre. Un art rat. L'ouverture suit la durée de l'exposition, sa durée d'avant le début de l'exposition. Le rat résistant radié. Là, un lieu s'est garé, en lieu désœuvré d'œuvres et place de l'art garé. Les rats vont là, dépôt sur latitude, géo, dieu personnel localisé. Les parquets garés rats courent. Lieu privé, lieu public, l'immense appareil photo global toilé, caméra pour toutes intersections, vie-mort, ciel artefact, tuf sous-sol, des endroits bizarres qui ne le sont pas vraiment, le rien sommé d'être, par surveillance, endroit non-lieu, frigo, nichoir à oiseaux, incinérateur de déchets, abattoir, toilette, table à découper les sushis, poubelle, chambre d'hôpitaux, cage à homards. Pas de piratage, libre accès. Je ne fais que regarder à travers les images, dit-il. Je ne garde que ce qui m'intéresse, dit-il. Plumes et insectes, anomalies numériques, les pixels barrés nombreux, il signifie de la protestation a eu lieu. Relative autonomie des caméras, de telles images d'insectes sur les villes, pas autrement qu'ils peuvent être vus. Les pyramides sont évidemment installations inapprochables. Il y a point de vue fantôme, d'en haut, extrêmement haut, imaginant non imaginé, sauf caméra anonyme autonome enregistrant mécanique. La position, petit vivant adopté par quasi petit artefact. Possible parce que l'optique et le viseur sont séparés dans la distance, dit l'artiste. Je pense, fouille probabiliste des surfonctions numériques. Le voir par biais moche. Arbre debout, plus arbre encore, en forme de diagonale, couché, enfoncé dans l'eau, plasticité de pensée, plaque sur morceau d'eau, il réfute la géographie, arbre troué de branches, entrelacement sans ablatif, imageant le mobile dans l'eau, en miroir, il y a demande, la racine hiéroglyphique de la matière, neurones agitant de l'espace, les pixels volants se transfèrent bien, papier en phrase photo, le son homonyme du vu malgré, pas d'abréviation, aube matin puis. Merci beaucoup, Jean-Patrice. Alors maintenant, vous allez voir un document que nous a envoyé Peter Zandi, qui fait partie du comité. Et Peter enseigne à Brown, et donc il nous a envoyé ça. Je voudrais partager avec vous, amis de poésie, une question de souffle. Elle m'arrive depuis la lecture d'une nouvelle d'Edgar Poe, vous allez l'entendre, mais aussi dans la continuité d'un travail sur ce que j'ai pu appeler la sympnée, l'équivalent grec de la conspiration, à savoir le fait de respirer ensemble. Une toute première version de ce travail en cours apparue dans le quotidien en ligne AOC en février 2022, sous le titre « Pneumatopolitique, ce que conspirer veut dire ». En poursuivant cette enquête, je veux aussi rendre hommage au beau livre de Marielle Massé, paru récemment chez Verdier, « Respire ». Si je devais condenser en un mot la brève nouvelle d'Edgar Poe, intitulée « L'homme sans souffle », en anglais « Loss of Breath », si je devais contracter cet extraordinaire récit en un seul mot, un mot long et composite, un mot valise, je dirais que c'est une auto-bio-thanato-pneumatographie, et j'essaye de prononcer ce mot d'un seul et même souffle. Pourquoi ce néologisme encombrant dont la prononciation requiert beaucoup d'air ? Il m'est soufflé, si j'ose dire, par Louis Marin, qui, en 1981, dans La Voix excommuniée, décrivait la double limite impossible de toute autobiographie, à savoir les deux énoncés nécessaires et imprononçables que sont « je naquis » et « je mourus ». Ces deux énoncés, écrivait-il, relèvent d'une autobiotanatographie. Eh bien, puisque L'homme sans souffle de Poe
est à bien des égards une histoire racontée par un narrateur qui est mort en perdant son souffle, on peut la lire comme une autobiotanatopneumatographie. Autrement dit, c'est un récit qui sans cesse inspire et expire, pour ainsi dire, la possibilité même de l'autobiographie. Publié d'abord en revue en 1832, puis repris avec diverses modifications, jusqu'à trouver sa place dans le recueil des contes grotesques en 1840, le récit de L'homme sans souffle s'ouvre sur une scène de violence domestique. La colère du narrateur contre celle qu'il vient d'épouser conduit à un accident à la fois pneumatique et vocal qui en est comme la sanction. « J'avais perdu le souffle », dit le narrateur, et ces mots sont en italique, comme pour mieux souligner le caractère aporétique de leur autobiotanatopneumatographie, car qui pourrait bien prononcer une telle phrase, « j'avais perdu mon souffle », sachant que la condition minimale pour la vocaliser, c'est de respirer. Après ce qu'il appelle sa terrible infortune, le narrateur, qui va chercher refuge dans le secret de son cabinet, se décrit lui-même comme « vivant avec le signe des morts, mort avec les passions des vivants ». Le narrateur relate ensuite toute une série de souffrances qu'il endure, voire de véritables tortures, dont les caractères volontiers grotesques accentuent la nature expiatoire. Jeté hors de la diligence où il a pris place par des compagnons de voyage qui voient dans son absence de souffle la preuve qu'il est décédé, il a les bras brisés sous les roues, le crâne fracassé par sa malle qui lui tombe dessus. Il est ensuite vendu à un chirurgien qui commence à le disséquer. Si ce démembrement du narrateur m'intéresse, c'est parce qu'il fait écho à la recherche désespérée du souffle à laquelle on a assisté plus tôt, immédiatement après l'accident de sa perte. Je cite « Armoire après armoire, tiroir après tiroir, recoin après recoin, je scrutais tout sans résultat. » Fin de citation. Rien à faire, l'objet perdu, ce souffle dont le narrateur suppose qu'il pourrait avoir une forme vaporeuse ou même une forme tangible, ce souffle reste introuvable dans l'espace diégétique, dans l'univers de l'histoire racontée, où les armoires et autres tiroirs ne recèlent qu'un dentier, 2 paires de fausses hanches, un œil de verre, ainsi que des billets doux adressés à ma femme, ajoute le narrateur, par un autre personnage du nom de Monsieur Soufflacé, Mr. Windenough. Il n'y a aucun souffle réifié parmi ces prothèses organiques, de même qu'il n'y en a pas non plus parmi les membres brisés et les viscères disséqués du narrateur après sa chute hors de la diligence et son acquisition par le chirurgien. Les aventures du narrateur mort-vivant, dont on apprendra le nom plus tard, il s'appelle Monsieur Pas de souffle, Mr. Lack of Breath, ces aventures prennent bientôt un tour particulièrement dramatique puisqu'on le confond avec un voleur de grand chemin, si bien qu'il se voit conduit, toujours sans souffle, au gibet pour être pendu. Et c'est ici que le récit s'approche au plus près de ce que Louis Marin appelait donc le double cogito impossible de l'existence individuelle en son commencement et sa fin. Je naquis, je mourus. Lorsqu'il est pendu, Monsieur Pas de souffle remarque, je cite, « Je m'abstiens de dépeindre mes sentiments de pendu, pourtant je pourrais sans doute en dire long. Le sujet n'a été jusqu'ici que piètrement traité. En fait, pour écrire sur cette matière, il faut soi-même avoir passé par le gibet. Tout auteur devrait se borner à ce qu'il connaît par expérience. » Fin de citation. Après sa pendaison, Monsieur Pas de souffle se retrouve enterré dans le caveau public, où il rencontre un homme à souffle court, avec lequel il compatit. Il sympathise, écrit Poe en anglais, sympathize. Il faudrait dire qu'il sympneumatise, ces deux-là, puisqu'ils partagent une même condition respiratoire, par rapport à ce que la médecine nomme eupnée, une respiration considérée comme normale et aisée, l'apnée du narrateur et la dyspnée, c'est-à-dire le souffle court de son compagnon de tombeau, ont en commun un manque d'air. Et c'est ce qui les rapproche dans une sympnée, dans une sympathie respiratoire. Contrairement à cette conspiration, cette co-inspiration sur fond de manque d'air, il y a en revanche de l'antipathie de la part du narrateur à l'égard d'un autre cadavre mort-vivant qu'il croise. Celui-ci s'exclame en effet « Et vous devriez savoir de quel trop-plein de souffle je dispose ». Le rapport des souffles est ici de l'ordre de ce qu'il faudrait nommer une antipnée,
Il n'est pas conspiratoire, mais plutôt dispiratoire, jusqu'au moment où ces deux voisins de tombeau se retrouveront liés par une véritable économie de souffle. Il s'avère en effet que celui qui souffre d'hyperpnée, celui qui littéralement déborde d'air, n'est autre que M. Soufflacé, Mr. Windenough, l'auteur des billets doux à l'épouse du narrateur. Et l'on apprend alors que ce qui s'est probablement produit, c'est un échange de souffle. Je cite, « Avez-vous jamais entendu dire qu'on pût attraper le souffle de quelqu'un ?» demande M. Soufflacé à M. Pas de souffle, lequel finit par se convaincre de l'hypothèse suivante, je cite, « Le souffle attrapé par mon interlocuteur, en qui je reconnus bientôt mon voisin, Soufflacé, était juste celui que j'avais moi-même perdu dans ma conversation avec ma femme. » Ce conte grotesque, que l'on peut néanmoins choisir de lire comme une très sérieuse allégorie de notre condition d'être respirant, ce conte presque burlesque par moments s'achève sur un contrat d'échange qui donne à penser. Car au moment même où Soufflacé et Pas de souffle s'apprêtent à équilibrer leur métabolisme pneumatique, le narrateur est saisi d'un doute. Je cite, « Quantité de gens, considérais-je, sont enclins à évaluer les commodités qu'ils possèdent, en quelque petite estime qu'ils les tiennent d'ailleurs, quelque inutile qu'elle leur soit, de les estimer, pensais-je, d'après les avantages qu'en dériveraient d'autres les acquérants. En montrant mon désir de recouvrer le souffle dont M. Soufflacé était présentement si porté à se défaire, ne prêterais-je pas le flanc à son avarice? Il y a des canailles en ce monde, me souvins-je en soupirant, I remembered with a sigh, qui ne se feraient pas scrupule d'user déloyalement des avantages qu'ils peuvent avoir sur un voisin. » Fin de citation. Étrangement, au moment précis où le calcul respiratoire semble devoir s'équilibrer dans ce qu'Elias Canetti a pu appeler une économie du souffle, Atemhaushalt, il y a une sorte de reste, d'excès, de supplément incalculable et inéchangeable qui insiste discrètement. C'est le soupir. Il y a des canailles en ce monde, me souvins-je en soupirant. I remembered with a sigh. Qu'est-ce que ce soupir? Où a-t-il lieu et d'où vient-il? En tant qu'exhalaison audible, il ne saurait avoir été produit dans le récit, diégétiquement, par un narrateur privé de souffle. Faut-il donc penser qu'il a lieu dans un autre espace, celui métadiégétique de l'acte de narration lui-même, ou peut-être entre les deux, dans une oscillation indécidable entre la diégèse et son dehors? Voilà la question que je voulais partager avec vous et que je laisse en suspens, comme un souffle coupé. Voilà, depuis Brown, donc le texte de Peter sur le souffle, donc la lumière, le souffle, et maintenant on va entendre, s'il veut bien, Claude Mouchard lire des poèmes. Bien. Je voudrais dire, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la balade des pendus. Dans le micro. Oui, non, moi je te parle de toi. Bon, et parce que je me souviens que jadis, on a eu, pas vraiment jadis, ici même, Jacqueline Cerchini-Toulet avait fait présenter l'édition de la Pléiade dans la Pléiade de Villon. Et évidemment, moi je suis en ce moment dans Villon, vraiment j'y ai pensé. Bon. Alors, là, je vous lis quelques... Je suis trop petit aussi pour ça. Je vous lis quelques extraits d'un texte que j'avais publié dans Poésie en 2011. Il m'est revenu aujourd'hui, ces jours-ci, dans l'actualité d'aujourd'hui, et je le redoute par rapport à l'actualité de demain, je le redoute vraiment. Ça s'intitule « Le 17 octobre 1961 en 2011 ». Pour beaucoup d'entre vous, le 17 octobre 1961, ça ne dira rien. Moi, j'avais 20 ans à ce moment-là, j'étais à Paris, et j'allais très régulièrement, c'était la guerre d'Algérie, dans son pire moment, j'allais régulièrement, presque tous les jours, j'avais tout arrêté, enfin je ne voulais plus rien faire. J'allais au bidonville de Nanterre pour donner des leçons de français, ou bien pour aider à faire des papiers, des démarches, des Algériens,
marocain d'ailleurs, au bidonville de Nanterre. Et la misère atroce du bidonville de Nanterre me coupait le souffle, si j'ose dire, c'est ce que je veux dire, à chaque fois. Et puis il y a eu cet événement du 17 octobre 1961, alors même que j'allais au bidonville de Nanterre, encore une fois, presque tous les jours, je n'avais pas été averti, parce que c'était resté secret sans doute dans une organisation tout à fait clandestine, de ce qui allait se passer le 17 octobre 61. Ce jour-là, toute une organisation s'est faite chez les Algériens du bidonville pour venir manifester contre l'horreur c'était aussi la guerre en Algérie encore, hein, donc contre l'horreur de la situation. Et ce jour-là, ça a été atroce. J'étais pas au courant. C'était le matin seulement, le matin au réveil, enfin, après cette nuit qu'on pourrait évoquer, on m'a appris ceci. Donc ça s'appelle le 17 octobre 61 en 2011. Il avait un sifflet de flic enfoncé dans le cou. Quand Jean Métellus m'a-t-il dit ça? Alors Jean Métellus, c'était le meilleur ami de ma vie, c'était un Haïtien que j'ai connu étudiant et avec lequel la solidarité jusqu'à sa mort a été totale. Quand Jean Métellus m'a-t-il dit ça, les mots, je suis sûr qu'ils furent ceux-là, mais le jour et l'heure, peut-être dans la soirée du 18 octobre. Et je crois me souvenir que c'était à l'hôpital Corentin-Selton qu'il était alors en stage. Nous étions tous deux étudiants en médecine. Il m'a dit encore que des flics venaient chercher les blessés jusque dans les salles de l'hôpital et malgré les protestations du personnel, les arrachaient de leur lit. L'information sur ce qui venait de se passer ce jour-là, ou ces jours et nuits-là, fut étouffée. Journaux saisis ou pavés de blanc tels qu'on en voyait dans les Libérations de l'époque. Radio, l'unique télé était la voix de la France. Tu inventes, tu délires. Telles furent les réponses de mes parents à Orléans quand je tentais de leur parler du 17 octobre 1961, peu de jours après. On ne voulait rien savoir. Après des années de ce que le pouvoir appelait pacification, il régnait en France une lâcheté que, naïf, je trouvais extraordinaire. Avant De Gaulle, puis sous De Gaulle, pourquoi les familles ne s'étaient-elles jamais révoltées à voir partir en Algérie les jeunes hommes rappelés? Un sale consentement voûtait l'air du temps. C'était la guerre, répugnante, enlisée. Ce serait bientôt la fin, on ne le savait évidemment pas, de la colonisation, de l'oppression coloniale qui, jusqu'au aveuglément, à n'importe quel prix, voulait durer. Je saute dans mon texte. J'ai prié pour qu'on ne le rattrape pas. C'est ce que m'écrivait en 1959 mon copain Michel, ouvrier, 4 ans de plus que moi, appelé en Algérie. Il parlait d'un prisonnier qui s'était échappé et qu'il avait dû, avec d'autres, poursuivre. Il n'en disait pas plus, et ce fut sa seule lettre. Une guerre raciale. Oui, telle était la guerre que la police en vint à mener à Paris et qui répondait à la guerre menée par l'armée en Algérie. Une guerre raciale, c'est François Mauriac, dans le Figaro littéraire du 11 novembre 1961, qui avait utilisé cette formule. Et, je cite Mauriac encore, « Les policiers sont devenus les combattants sans merci d'une lutte sournoise et sans merci, car c'est d'une guerre raciale qu'il s'agit. » Et le romancier catholique, qui fut pourtant un soutien de De Gaulle, osait dire encore, et voici la conséquence. L'État, lui, est devenu dépendant de sa police, de son armée aussi, de cette armée dont certains organes ont été démesurément développés pour leurs fonctions répressives. L'esprit de corps est la source de tout notre malheur, comme il était déjà du temps de Dreyfus. De l'ampleur de la terreur qui, à partir de 1960, s'abattit sur les Algériens, on ne voulait rien savoir.
Ma famille en province, mes copains étudiants en médecine ne voulaient pas savoir la guerre raciale et la terreur, mais aussi tout ce que quelqu'un comme moi, 20 ans, n'a pas vu, pas su voir. Rien de ce qui concernait les Algériens ne portait dans l'espace public. Certes, il y avait eu la déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie en septembre 1960, mais tout ou presque me paraissait pénétrer d'une limaille acide de consentement et de mensonge. Je ne notais rien alors. Mutisme intérieur. Le présent était absorbant, résorbant, voûté, oui, d'une matité charbonneuse. La surdité volontaire de la société française sur les Algériens me contaminait-elle ? Bon, je vais sauter parce que ce serait trop long. Le bidonville de Nanterre, c'est dans ces semaines-là que, petit bourgeois provincial sidéré, je l'ai découvert, béant dans l'espace. La boue, les eaux sales, flaques, non, marécages, reflétant le blanc du ciel. On peut en trouver aujourd'hui quelques photos sur Internet. Logis fait de débris, enfants traînant des carrioles avec bidons d'eau. Dimanche soir, on voyait du bidonville les gens, français ordinaires, rentrer chez eux en voiture. D'un côté de la route, la vie normale, du côté du bidonville, le couvre-feu qui, aux Français musulmans d'Algérie, contribuait à rendre la vie impossible. Octobre 61, un massacre d'État en situation coloniale. Un massacre d'État organisé par Papon. Je ne sais pas si ce nom de Papon vous dit quelque chose. Papon, ce nom, certes, sonne sinistre. Cependant, il serait trop facile de nommer ce seul personnage. Que devient la démocratie quand elle permet, voire suscite, l'action de pareils individus ? Qu'est-ce qui, et d'abord un président de la République, un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur, donne liberté à un être comme Papon de se dilater en permanence en invoquant l'état d'exception et la guerre subversive. C'est toute la société française d'alors qui vivait affaissée sous ce sale repli dissimulé, public, ignoré, su, où jouissait Papon. 17 octobre 61, au temps d'un massacre d'État en situation coloniale, tout, dans l'entre-tous, était opaque, cloisonné. C'est du moins ce que je sentis alors, ce qui reste à quelqu'un comme moi de sensations politiques d'alors. Murs sales dressés partout, on s'y heurtait comme à du métal rouillé. Contre ces parois, je m'écrase encore en traçant ces mots avec un dégoût renouvelé. Incisé, témoins historiens, la surdité dans le passé, et rafler un sale tympan de fer. Surdité organisée ou consentie. La stupéfaction reste totale à la reconstater dans mes propres souvenirs les plus immédiats, les plus sensibles. Me revient, du fond de quelle insomnie, un poème de Pierre-Jean Jouve, trop beau. Je le recopie ici pour l'écarter. Poème. Récitatif. Toi qui m'entends, ô disposant des morts et de la solitude, chose réelle, formée des pensées, des bouches, des cris, des larmes, des cellules, des matières et du temps, immuable et mouvant dans les saisons tragiques que les villes n'ont pu distraire, seulement masquées de bouse et de ciment, que les guerres n'ont pu tuer malgré le sang noir, que les enfants n'ont pu perdre malgré la misère, et que l'homme, en mourant, a toujours répété son nom, toi qui m'entends. Fin du poème. Non, il n'y eut rien en octobre 61 en France, rien de tel qu'un toi qui m'entends.
Merci beaucoup, Claude. Et donc, vous pouvez trouver ce poème sur le site de la revue, hein, dans les archives. Grâce à Henri, nous avons maintenant un site qui fonctionne bien, et j'en dirai un mot tout à l'heure en fin de séance. Alors, elle a été nommée par Peter tout à l'heure dans son. Je ne vais pas essayer de redire le nom. Auto-bio-thanato-pneumatographie. Marielle, qui fait partie du comité, Marielle Massé, nous a aussi envoyé un texte, une lecture, et vous allez maintenant l'entendre. Alors je vais essayer de mettre l'image et en même temps de mettre le son. Je ne sais pas si ça va marcher. Bonjour à toutes et tous. J'aimerais être là avec vous, mais la vie en décide autrement. Alors je vais lire successivement un court passage d'un petit livre que je viens de faire paraître autour de la respiration, qui s'intitule Respire, qui est sorti chez Verdier il y a quelques semaines, et un passage plus long, un montage de passages d'un magnifique volume de Pascal Quignard qui vient de sortir lui aussi, intitulé Les Heures Heureuses, où je retrouve le bonheur de la nage et de la mer que je cherche en partie dans ce petit respire. Moi, c'est banal, c'est justement l'eau, dans sa proximité et son mouvement, qui me donne de l'air. Il y a du bonheur auprès de l'eau, et le contraire de la mort dans mon rêve, ce n'est pas la vie, c'est la vague. Avec sa venue, on verse dans le vivre, pouls de la vague et rythme du respire, comme si le temps lui-même était un muscle. Au passage, cela se dit à la voix moyenne. Nager, comme respirer, comme sentir, ne se déroule pas au long de la falaise tranchante de l'action, mais forme une espèce de delta dans la parole, une désolitude, une dilatation, un territoire de mélange et d'échange où le monde accourt par vagues. Respirer comme on nage, nager comme on respire, comme si on vous ouvrait régulièrement et sans que ça s'arrête jamais une porte dans l'eau. C'est sans doute parce que je suis née au bout d'un fleuve que mes yeux et mes poumons ont appris tout de suite, m'en ont tout de suite abreuvé et convaincu que la vie est nécessairement poreuse, que la vie verse et boit, qu'elle est toute en infiltration, transpiration, évaporation, percolation, buée, mélange, filtrage, désimperméabilisation, déprotection, fuite partout. On dit d'ailleurs d'une terre qu'elle respire quand elle est décompactée, alvéolée, c'est-à-dire prête à avaler l'eau, et que la Loire respire lorsque, après la digue naturelle de granit du sillon de Bretagne, le milieu s'ouvre et qu'on arrive au ventre de l'estuaire. J'ai même cru comprendre que c'est à la marée, quand l'attraction lunaire aspire l'océan, quand la mer est émue par la lune, que l'on doit la sortie à l'air libre des premiers organismes vivants. Et désormais je les cherche partout, ces échanges. Humidité générale, conversation, lien, d'éclosion, je les cherche du souffle et de la voix, la parole m'étant devenue une sorte d'estran du fleuve intérieur. Ora viene quest'acqua qu'io sospiro, maintenant elle vient, cette eau que je soupire. Alors c'est un vers d'Andrea Zanzotto dans L'eau de Dole qui clôt ce petit passage de Respire. Et à présent, je vais lire un ensemble de pages des Heures Heureuses de Quignard. Je voyais soudain M surgir silencieuse, marchant lentement dans le sable, au loin, plus près de moi, puis devant moi, moi qui étais toujours en train de lire, allongée dans un fauteuil transatlantique que le garçon de plage dressait à la limite du sable mouillé. Elle se dirigeait vers la mer. 3 ou 4 fois par jour, elle était attirée inexorablement par la mer. Je ne puis dire l'émotion que j'en ressens encore, qui est bien plus qu'un souvenir. Chaque jour, où elle nageait,
où elle marchait dans l'eau durant des heures. Le reste du temps, elle lisait ou elle cherchait sur son portable où on pourrait aller manger ou découvrir un lieu nouveau sur la côte, sur la lande. Arrivée près de la mer, elle laissait brusquement tomber derrière elle son peignoir à la limite du sable sec. Ses longs cheveux bouclés et noirs se répandaient sur ses épaules et elle continuait à marcher de façon un peu mécanique dans l'eau basse et les vagues du bord. Elle se glissait, à proprement parler, dans l'océan. Elle rentrait impavidement dans l'eau glacée et toujours un peu venteuse de l'Atlantique, bourrelée et immense, comme si l'eau était de l'air. Au crépuscule, parce qu'il lui fallait un bain encore, alors que tout le monde rentrait par les sentiers, elle fonçait dans le soleil qui meurt. Elle n'avait pas un regard pour les baigneurs qui redescendaient vers le port, pas un regard pour les murs, pas un regard pour les prunelles bleues et toutes couvertes de pruines des pruneliers sauvages. Elle soufflait comme un grand soufflet au cuir triangulaire de maréchal Ferrand dans sa forge ardennaise. Elle expulsait l'air et le vent par le nez, puis, après qu'elle les avait expulsés, elle les poussait de toutes ses forces par la bouche, en avançant les lèvres. Comme elle était petite, comme les hommes étaient petits au bord de la mer immense, comme nous étions petits, comme l'océan était immense et comme il scintillait, si long, si circulaire sous l'impuissance du regard, si immense sur l'écorce terrestre, et cette immensité peu à peu nous vidait de nous-mêmes, et c'est elle qui s'étendait en nous sous l'impuissance des bras, c'est elle qui attirait en elle, c'est elle qui captait toute cette eau qui restait d'elle en nous. La mer n'est pas bleue, la mer informe et incolore reflète toutes les formes et toutes les couleurs, elle ne devient bleu-azur que lorsqu'elle reflète le bleu de l'écharpe atmosphérique qui entoure la Terre et la protège du vide de l'espace. La nuit, elle en reflète le noir, la profondeur sublime, l'étincellement des étoiles. La mer, s'il y a une musique de Dieu, c'est la musique de Dieu. Ce cri est aussi varié que sa couleur. La mer est informe comme les nuages qui ne cessent de muer, de muter, de se réverbérer sur elle. La mer est plus informe encore que le premier monde où les formes cessaient et, en s'essayant, s'espèrent. Le passé de la mer, le passé au bord de la mer, est la chose au monde la plus fidèle et aussi la plus violente, infinie, distante, inabordable. Peut-on dire chose ? Oui, la mer n'est pas un objet, je pense qu'il faut dire chose. La mer est la chose perdue qui sans cesse revient. Sans cesse la mer revient. Sans cesse elle se tient à l'amont de la vie. C'est du ressac pur. Voilà donc les lectures de Marielle Massé, Respire et les heures heureuses de Pascal Quignard. C'est une occasion aussi de saluer les amis de Verdier qui sont là. Et maintenant, on va entendre Théom Bogu, à qui nous avions consacré l'an dernier avec Claude une séance sur les 2 livres qu'il venait de faire paraître. Et Théom Bogu fait partie du comité maintenant depuis 3 ans. Là, je vais vous lire 3 poèmes. Un a été publié dans le numéro Afrique 2, qui est paru en 2017, et 2 autres dans mon dernier recueil. Le poète et la poéticienne. Son dégoût, devenir poète ou être présenté comme tel. La poésie contemporaine le repugnait. Un matin, il brûla ses manuscrits, ses recueils de poèmes publiés et les livres de poésie contemporaine qu'il avait dans sa petite bibliothèque. Comment peut-on enseigner la poésie ? Se demanda-t-il. Il promena ensuite son regard enflammé de colère sur les ouvrages des poéticiens. Être enseignant de poésie, c'est triste comme métier, pensa-t-il. Il débarrassa sa bibliothèque de tous ses ouvrages et leur fit subir le même sort que les livres de poésie contemporaine. Depuis ce jour,
il trouvait toujours bizarre les personnes qui se présentaient comme poéticiennes. Un soir d'avril, seul dans sa chambre à coucher, il ouvre la lettre qu'une lectrice lui a envoyée. J'apprécie votre style qui heurte les sensibilités, trouble les habitudes, donne à penser. Mais, en tant que poéticienne, je doute fort que votre langue soit bien accueillie par le public à qui vous vous adressez en premier. Il sourit d'un air débité en refermant cette lettre. J'écris dans la prison de la langue de l'autre, dit-il d'une voix murmurée. Un écrivain exilé peut-il avoir un public cible? Se demanda-t-il. Il décida de ne plus rien lire, de ne plus rien écrire. En temps de guerre, c'est la guerre. Le voici. Il gémit, il pleure, il regarde le ciel. Que faire pour être utile aux hommes et aux femmes partis défendre les frontières de la patrie? Se demanda-t-il. Il n'avait pas d'armes et ne veut pas aller à la guerre. Il va et vient. Il vient et va. Au bout de plusieurs heures de réflexion, il décide enfin d'écrire un poème et de l'envoyer à une amie qui est sur la ligne de front dans une ville sérieusement détruite par les tirs d'artillerie. Mais il n'arrive pas. En quelle langue lui écrirai-je? Se demanda-t-il. Le poète en temps de guerre n'a pas de langue. Sa poésie n'a pas de voix. Son écriture n'a pas de forme. Il est très déçu de n'avoir pas pu écrire un seul mot. Il regarde le ciel. Il pleure. Il gémit. Que faire? Il se rappelle que sa mère ne cessait de lui dire que dans les zones de conflit, personne n'entend le murmure des vers. On ne gagne pas une guerre avec le bruit, on gagne une guerre avec le bruit des canons et non avec le courroux des mots. Il s'interroge, il s'inquiète, il regarde le ciel. Que faire? Aller à la guerre? Il hoche la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Les poètes ne vont pas à la guerre, pense-t-il. Soudain, il entend des pas et des voix étranges sous sa fenêtre. Quelqu'un frappe à sa porte. Il garde le silence, ne bouge pas. D'un coup de pied violent, on défonce la porte de son appartement. Il l'attrape, le frappe, le ligote. Il veut l'amener au lieu des supplices. L'un d'eux tire un couteau de sa poche et s'empresse de l'égorger. Tous se mettent à ricaner autour de lui. Il regarde le ciel. Il crie, crie, crie. Personne ne l'entend crier. Ses voisines et ses voisins sont allés à la guerre. Le petit passeur de poèmes. Je t'enverrai une poésie à toi qui n'es pas poète. Elle n'aura aucune mesure, aucune coupe, aucune rime, aucune chaîne. Elle va répondre à ton cœur, à ton regard, à ta pensée. Elle sera diaprée et libre comme l'onde allègre des mers. Je t'enverrai une poésie réservée aux non-poètes. Elle ne sera pas un rondeau,
un sonnet, une ode, une ballade. Elle va correspondre à ton rythme, à ta cadence, à ton vécu. Elle pourra courir sans entrave comme le vent des déserts. Je t'enverrai une poésie pour ceux et celles qui ne sont pas poètes. Elle n'aura aucune césure, aucune gérèse, aucune cinérèse, aucun hémistiche. Elle va soit à ton temps, à ton âge, à ton passage. Elle pourra voler librement comme une nuée d'oiselles au-dessus de la houle. Je t'enverrai une poésie du jour qui est, une poésie qui se rit de demain. Je t'enverrai cette poésie-là, miroir de ton ombre, aujourd'hui, à cet instant présent même. Et pourtant, vois-tu, je ne suis pas poète. Merci. Bravo. Merci Théob. Et on va maintenant écouter un deuxième poème lu par Guillaume Artus Bouvet. Silence. Naissance de silence. Mâche jour au matin, blessement. À la lèvre de l'air, à l'incise, cela. Inès safranée, une insu organique. Mâche dès d'aube abrupte, hurle avril. N'est vertu que lumière mâchée. Mâche nue, nue des seigles, nue des nourrissements. Toute s'œuvre nature est forcément cela. Votive, œuvre forcible qu'efforcée. Or farine cela, comme crible au tamis, comme blute l'espar, entre la fleur première et seconde. Effervesce la fente au genré, bulle hirsute ou déflore, glume nul busqué, nul cosse cela, nos pâtissent cela, comme affleure porcine gâterie, mâche encore nature, inourissant, nos majestiquement covariennes, y poumonne la neige, indéchirant, cela. Ô lavoir densément, lymphe, prime matière au pâtis, œil lithique de vie viscérale, cela. Purge au nu, lue de neige et silex, pierre aux cils implorés, aveugla dégrossissent le trait de matière, et matière, en matière d'enfance, cela. Beauté de silence. Mâche et mâche le pur en matière. Asserte, enfantement de pureté. Mâche beauté de la beauté. Hume embellissement. Naturé, sel, et pucelle votive. Avers, ingéniant, comme mâche merveille à l'ouvrage. Nutrice n'endurant. Or machine, en fillette. Mienne machinée. Nos graisses nues, nature, une gencive d'âcre et de peu. Logiquante cela, que qu'affine tant et tant. Raffine suturable à la peau. Lévrière beauté, rougissement de verre. Une lèvre de corps ouvre-feu, une marge sablant, nuque de ciel, au rouge. Belle, millièmement, plus que belle beauté composable. Mâchure secrétée au secret. Un coffrage de formes énumérant le vœu de petitesse ou grandeur ou facture, à façon. Mâche ce. Donc c'était le deuxième poème de Guillaume Artus Bouvet. Alors maintenant il faut que je fasse une opération, j'espère pas trop grave, c'est que comme je dois lire un poème sur mon écran, il faut que j'arrache le câble, donc j'espère que ça ne va pas te faire exploser. Voilà. Pour le rebrancher ensuite.
Donc c'est un poème que nous envoie Tiffaine Samoyo, qui est actuellement en Uruguay. Et elle m'a dit, ne le dis pas, ça fait poseur, mais bon, c'est bien là qu'elle est. Et le poème qu'elle nous envoie est un poème donc traduit. Voilà ce qu'elle nous dit. Je vous adresse un poème d'un des bouts du monde, l'Isla de Lobos, au large de Punta del Este et de Maldonado, en Uruguay. Cette île n'est peuplée que de loups marins, c'est-à-dire d'une espèce particulière de phoques qui vivent au nombre de 220 000 sur un petit espace de 41 hectares seulement. On ne sait pas très bien qui a écrit le poème que je vais traduire pour vous, mais il est attribué à Juana de Ibarburu, poétesse uruguayenne, née en 1892 et morte à Montevideo en 1979. Elle a vécu dans les régions rurales du nord de l'Uruguay. Elle est l'autrice d'une œuvre poétique extrêmement importante, encore trop peu traduite en français, et parmi ces recueils, je vous indique Les langues de diamant, La rose des vents, Élégie. J'ai traduit ce poème de l'espagnol pour la séance d'aujourd'hui. J'ai conservé le mot loup, qui est le mot espagnol, mais aussi le nom de l'île, Lobos. Mais il faut vous imaginer, plutôt que des loups, des phoques vautrés sur les rochers. Aujourd'hui, ces phoques sont protégés, ce qui n'était pas le cas au moment où le poème a été écrit. Voici le poème, donc, peut-être de Juana de Ibarburu. Il s'intitule « Isla de Lobos, l'île aux loups ». Lune comme le sourcil de Judas, froncé et rouge. Dans la mer, les lumières vagues du phare et la société danse. L'île se voudrait polaire, mais elle est entourée de blocs noirs immobiles, statiques. Statiques aussi, les loups rêvent de l'océan Arctique. Quel hasard ou quel enchantement les lie à cet îlot tranquille sous ce ciel nocturne et limpide. Les radeaux de glace ont la nostalgie de la mer de Baffin et de la mer d'Hudson. Les mers pressent contre leurs nageoires les petits enfants endormis et lèvent vers la croix du Sud leurs yeux doux, résignés et humides. Elles ne connaissent pas les constellations polaires, mais elles les présentent à leurs petits, elles les convoitent pour eux, pour les protéger, pour leur sécurité, la sécurité de la vie. L'air de minuit se gonfle du long soupir des damnés. Combien d'entre eux manqueront à l'appel demain quand la lumière du phare sera rallumée? Au-delà de cette partie douce de l'Atlantique, les solitudes heureuses et la liberté. Pourquoi les loups des îles de Maldonado ne se jettent-ils pas à l'eau? Et, en retrouvant la route perdue il y a des siècles, ne retournent-ils pas à leur paradis boréal? Qui sait quand ils seront rachetés de cette mystérieuse et lointaine culpabilité, de ce péché originel qui, de leur rivage glacé, les a jetés sur les rives chaudes de mon Uruguay. Les loups des îles de Maldonado, sous la nouvelle lune de ce janvier, rêvent avec nostalgie et d'un sommeil léger à un ciel de brume et à une mer de glace. Traduction donc de Tiffaine Samoyo. Alors je vais faire l'opération inverse en espérant retrouver l'écran. Non? Oui. Et donc maintenant, des nouvelles de Guillaume Métayer, que vous connaissez, donc Guillaume qui est traducteur et poète, et qui nous envoie, alors vous allez voir comme ça vous est adressé, je n'ai pas besoin d'introduction à Guillaume. Bonjour les amis de poésie, je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui puisque je suis actuellement à Lecce
pour un colloque consacré à Nietzsche et dans lequel, au cours duquel j'ai parlé de la poésie centre-européenne et ainsi parlait Zarathustra, plutôt l'inverse. Voilà, c'est de ce dont je veux vous parler à vous aussi aujourd'hui brièvement. Il s'agit d'une recherche sur les lectures du jeune Nietzsche qui sont revenues à sa mémoire, semble-t-il, au moment où il a écrit Also sprach Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra. Et ces lectures de jeunesse étaient très marquées par l'allemand comme koiné de la Mitteleuropa, c'est-à-dire de nombreuses traductions qui ont pu être faites de poètes centre-européens, est-européens, de poètes de Hongrie notamment, mais aussi de poèmes serbes. C'est par là que j'ai commencé, suite à une édition que nous avons fait récemment à la Rumeur Libre de ces poèmes serbes que Nietzsche a traduits, des chants populaires, des serviens comme on disait au XIXe siècle, les Volkslieder der Serben. Le jeune Nietzsche a retraduit, en fait, il a fait de la retraduction, une traduction qui existait déjà d'une traductrice allemande bien connue pour ce travail, Thérèse Albertine von Jacob, dont le nom est devenu une sorte d'acronyme, Talvi, selon la façon dont on le prononce. Et donc Nietzsche, le jeune Nietzsche, dans sa société amicale et scientifique, il avait 16 ans, 17 ans, de la Germania, a retraduit ses poèmes, d'une part des chants populaires féminins, qui sont des sortes, au fond, de textes de leader, vraiment. Hein, ça ressemble, par exemple, à Röslein de Goethe, La jeune fille et le poisson, La jeune fille et la rose, des dialogues entre une jeune fille et un poisson, une jeune fille et une rose, des choses de ce genre. Mais aussi, il a traduit un fragment d'épopée de Marko Krajewicz, c'est-à-dire Marco, fils de roi. Et cette épopée, il y a vraiment mis la main, il a vraiment adapté le texte serbe, c'est-à-dire la traduction allemande du texte serbe qu'il connaissait. Il y a ajouté énormément de son cru et l'a transformé en une sorte de fable philosophique de l'amitié, de l'hostilité et du respect. Voilà, c'est vraiment un texte qui pourrait être une sorte de fragment en vers du Zarathustra avant l'heure, absolument magnifique, et quoique parfois un peu kitsch et un peu clinquant, il a rajouté des parures dorées, des sabres, des choses comme ça, l'imagination d'une mort au bord de la mer avec des mouettes et des corbeaux, d'un romantisme un petit peu adolescent. Mais il y a ajouté aussi des descriptions d'une vigne particulièrement belle, dorée et abondante. Et surtout, il y a déjà mis en scène une tension d'hostilité dans l'amitié qui, plus tard, sera l'un de ses grands philosophèmes, c'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas devenir ami sans un horizon d'inimitié, une dialectique bien nietzschéenne. Ça, c'était un des points sur lesquels je me suis attardé, et dans ce petit rapport que je vous fais en guise de salut amical, j'ajouterai que j'ai aussi parlé, bien sûr, ça ne surprendra personne, de poésie hongroise, et notamment de la prédilection que le jeune Nietzsche avait pour Petőfi, Sándor Petőfi, le grand poète romantique hongrois, révolutionnaire, et la façon dont certains poèmes de Petőfi ressurgissent dans Zarathustra de façon assez troublante par leur ressemblance dans les poèmes de Zarathustra. Et malheureusement, je ne les ai pas sous les yeux, je ne les sais pas par cœur, mais presque. Mais je vous engage à les regarder à l'occasion peut-être d'une publication prochaine. Voilà, donc la belle vie de chercheur, je vous embrasse et vous dis à bientôt. Ça faisait un peu envoyé spécial. Guillaume Métayer vous parle de Nietzsche et Petőfi depuis la ville de Lecce. Alors, je vais refaire l'opération, il nous reste deux séquences.
je vais débrancher et vous lire. Encore faudrait-il que je les retrouve. Oui. Des poèmes que Shawki Abdelhamir, donc un autre membre du comité, nous a envoyés. Alors, si Tiphaine est à Bagdad et Guillaume à Lecce, Shawki, lui... non, si Tiphaine est en Uruguay et Guillaume, pardonnez-moi, à Lecce, Shawki, lui, est à Bagdad. Ce poème s'inscrit dans une veine très forte et très présente dans l'œuvre de Shawki Abdelhamir aujourd'hui, hein, qui est une écriture de testament. Et c'est Shawki qui avait traduit la prose du Suaire de Michel, dédié à Meddeb, et il m'a dit combien ce texte faisait écho au poème de Michel de Guy. Donc le poème s'intitule, hein, au pluriel, Testament, testament de l'envers. Écrit. Ce n'est pas toi l'écrivain, ce sont les testaments des morts que tu ne verras pas. Une éprouvette de laboratoire, ce cercueil, et ta tête tranchée, rien qu'un dépôt de rythme. Écrit. Nous qui avons chuté du haut de son évanescence, prétendant échanger le pourpre contre l'azur, alors qu'il n'est de témoin que lui, nous, nuages de terre, compresse sur les blessures de Dieu, dont il ne guérira pas, écrit. Sur les traces du papillon, toi la hyène, sur les traces de la hyène, toi le papillon, écrit, le corps en ses branches se dessèche sous un soleil couchant, soupir après soupir, saisis-toi de toi, ma nuit, toi qui disparais, saisis-toi de toi, mon étoile, toi le crâne, tu es le puits dont nous débordons, à chaque coucher de soleil, souviens-toi la tête que l'épaule qui te porte est la margelle, écrit, ainsi nous sommes dans le besoin du sceau de la folie, et non pas du sceau de la prophétie. Écrit, la pierre volcanique saigne du nez, me dit le poisson en sortant du bassin, le poisson qui en dévore un autre, l'image de sa victime se reflètera sur ses écailles, les yeux du poisson agonisant m'interpellent, que raconte le craquement des coquillages sous les pas, écrit, vierge, elle déteste vieillir, cette pieuvre, écrit, prends garde à la nostalgie, devenue le squelette des versets. N'écoute pas le rythme de la guitare bleue, submergée par les ressacs du corps, n'interroge pas sur les estuaires les yeux des noyés, attrape une chemise sur la plage et enroule le corps d'une vague en fuite. Ce sont mes commandements. Écris, ce palmier a 3 ans et demi de plus que toi, me dit mon père, en me menant, moi encore enfant, au verger, avant de se courber pour boire à la rivière, son aîné de 10 000 ans. Écris, libérer un arbre captif, c'est être accusé d'avoir transgressé les us et les coutumes qui ont aboli l'esclavagisme. Écris, cherche les vibrations de l'arbre, de ta stature pour que tu demeures debout. Le meurtre est un arbre horizontal, le meurtrier est horizon, ainsi s'unissent-ils. Les arbres sont les bas-fonds où reposent les horizons accablés. Écris, tu peux poser des ailes sur une mule millénaire pour porter le désert jusqu'à un cèdre de l'au-delà. La langue, c'est elle qui t'a donné les noms qui ne pourront être ensevelis après la mort. Écrit. Voilà donc un poème inédit de Shawki. Alors, il nous reste deux séquences. Alors, l'une, c'est une séquence un peu réflexive, puisque, comme vous le savez, dans la revue, on consacre ce qu'on appelle le dernier pavé, le dernier quart, à la réflexion, à la poétique, non pas d'ailleurs que les poèmes ne soient pas des dispositifs réflexifs en eux-mêmes, mais on consacre aussi à la philologie, à la poétique,
et à la tradition poétique et à ses relations avec la politique et la culture au sens large, des réflexions. Et donc, j'avais pensé consacrer quelques minutes, mais je vais le faire de manière très brève, parce que je pense que vous avez beaucoup entendu et beaucoup vu, et donc je vais être très rapide. Je voulais vous emmener à réfléchir sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une mode, une idéologie de l'usage, et la conviction que la poésie serait un usage du langage. Cette conviction, elle s'ancre dans plusieurs traditions, mais il est tout à fait évident qu'elle s'ancre en grande partie dans une compréhension de cette seconde philosophie analytique qu'on a appelée la philosophie du langage ordinaire, et elle aboutit à la conviction que la poésie, alors dans une version généreuse et un peu plate, serait un des usages, un des jeux de langage possibles, et selon une version plus raide, ne serait qu'un usage du langage. Et cette conviction, elle a pour vocation aussi, elle a pour intention de vider la poésie de tout ce qu'elle pourrait porter dans sa tradition de sacré. Et donc aujourd'hui, une des grandes polémiques, une des grandes gigantomachies, c'est le rapport entre l'usage et le sacré. D'accord ? Et bien sûr, si on veut donner à cette polémique toute sa force et aussi sa fécondité pour nous, il faut entendre sacré, non pas dans un sens seulement religieux, mais dans le sens étymologique qu'a ce terme, c'est-à-dire quelque chose qui serait soustrait à l'usage. Et donc, si on voulait résumer le débat et vous l'offrir à votre réflexion, on pourrait dire, mais alors, tous les poèmes que vous avez entendus, est-ce que ce sont de simples usages du langage ordinaire, ou est-ce que ce sont des retraits du langage ordinaire pour que le langage se tourne vers autre chose ? Or, il se trouve, parce que vous vous demandez pourquoi peut-être j'avais tant de livres sur le bureau, il se trouve qu'un livre tout à fait extraordinaire est paru il y a quelques années, et c'est ce livre qui m'a donné envie de vous parler de cela. C'est le livre posthume et inachevé, c'est même pas un livre d'ailleurs, ce sont des fiches, que j'allais dire grand linguiste, mais c'est tellement idiot de dire ça, qu'Émile Benveniste voulait consacrer à Baudelaire. Alors vous savez que Benveniste, dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire très longtemps, pendant 7 ans, est resté aphasique. Et donc, lui, qui était un conférencier, un professeur merveilleux, a écrit, dans une espèce de secret, un livre sur Baudelaire. Comme je le dis, ce n'est pas tout à fait un livre, c'est un ensemble de fiches, mais enfin, on a le plan et on a de quoi comprendre ce qu'il voulait faire. Et ce livre commence par un ensemble de réflexions dont je voudrais simplement vous faire entendre quelques phrases, parce qu'il me semble que ces phrases nous permettent de sortir de ce que j'appelais donc une polémique, une gigantomachie, si j'ose dire, entre l'usage ordinaire et l'usage extraordinaire. L'usage du langage ordinaire que serait le poème et sa sortie vers le sacré. Et Benveniste commençait son livre, le manuscrit porte page 1, par un texte qui s'appelle « Conditions formelles de la poésie », qui serait un très beau titre de recueil à mon avis, mais bon, c'est déjà pris. À la différence du langage ordinaire, le langage poétique fait voir les choses en se faisant voir lui-même. Il est d'abord contrainte, formelle. Le schème du vers préexiste au dire poétique, la mesure fixe, la répétition, le retour, scandent le discours avant même qu'il soit énoncé. Et ce moule va donc façonner préalablement les mots du discours. Voilà donc une première condition,
externe. Comment le dire du poète remplit-il les moules du poème? La condition interne, maintenant, ce sont les choses dites qui sont la poésie, et non ce à quoi elle renvoie. Mais il y a tout de suite un problème, souligne Benveniste. Dois-je dire alors que les énonciations poétiques ne renvoient qu'à elles-mêmes? Et dans une fiche complémentaire, voilà ce que Benveniste précisait. Toute la poésie lyrique procédera du corps du poète. Ce sont ces impressions musculaires, tactiles, olfactives qui constituent le noyau vivant de sa poésie. Seul, il s'oppose au monde. Seul, il se fond. Le poète ne peut se délivrer de son expérience. Il faut que son langage représente l'émotion. Donc il dit à la fois qu'il y a besoin d'un langage qui soit hors du cadre du langage ordinaire, mais que ce langage ne peut renvoyer qu'à son expérience. Et dans une fiche, il semble trouver la solution. Le langage du poète veut nous faire éprouver son expérience, et il faut donc qu'il nous l'adresse dans une forme qui puisse la dépeindre. De quoi est-ce l'expérience? Quels sont les moyens de cette expérience? Qu'a-t-il éprouvé? Il faut donc y répondre par un inventaire. Et ce livre, c'est l'inventaire de ces conditions. Et donc je vous invite, si vous voulez réfléchir plus avant à ce problème, à vous pencher sur ce livre, tout à fait extraordinaire, extraordinaire aussi par les questions qu'il pose. Et je voulais, pour illustrer ce problème, lire un poème. Alors j'avais imposé au comité de lire des poèmes personnels, et donc je m'exempte de cette condition. Et je lis un poème d'Ungaretti, parce que c'est un poème dont on avait très souvent parlé avec Michel Deguy et Claude Mouchard. C'est le dernier poème d'Ungaretti, et c'est un poème dont il dit « c'est mon dernier, non pas seulement parce que c'est sans doute le dernier que je vais écrire, mais parce que je ne pourrais pas faire mieux ». Alors si Ungaretti le dit. Et c'est un poème qui s'intitule « Le pétrifié et le velours ». Et vous allez voir que dans ce poème, évidemment, c'est du langage ordinaire, mais déplacé sur un lieu qui n'est plus du tout ordinaire. Alors je le lis dans la traduction de Philippe Jacotet, qui fait une extraordinaire erreur de traduction, et en faisant cette extraordinaire erreur de traduction, il transforme ce très beau poème italien en un très beau poème français. Le pétrifié et le velours, j'ai découvert les barques seules qui mollissent, je les observe seules, je ne sais où. Impossible que les accoste âme vivante. Un doigt insaisissable de rocher, aux destinées, secrètement désigne les abrupts messagers surgis du gouffre. Balancement du vide qui apporte aux très vieux maniaques des cornues, l'écho cruel du flot tari, à peine après un instant disparu, avec ses sinistres barques. Cependant qu'approchaient l'un après l'autre les troupeaux anéantis des vagues, incapables de hennir, le croate velours du regard de Dunja, qui sait comment lui faire remonter les siècles, comment la rendre absente, pierre après les éternelles courses, d'égarement en égarement, tzigane aux tentes d'Asie, le velours de ses yeux revient, foudroyante pitié. Et donc c'est un poème qui est daté, Rome, nuit du 31 décembre 69, matin du 1er janvier 1970. Et pour finir, donc j'aimerais bien que vous réfléchissiez à ce couple usage sacré et usage et énonciation poétique à partir de ce que vous avez entendu, des magnifiques poèmes que vous avez entendus cet après-midi. Et pour finir, le dernier renvoi de Camille Bloomfield. Identifiez-vous, s'il vous plaît.
Critères faciaux. Nez, front, bouche. Vos doigts maintenant. Et plus vite que ça. Question de traçabilité, de sûreté nationale. Question de reconnaissance vocale. Question de biométrie faciale. Question d'anthropométrie judiciaire. Question d'authentification. Question de fichage. Question de vidéosurveillance. Oui, je dis vidéosurveillance. Je suis un robot donc je prononce mal. C'est ma bêtise artificielle lol. Qui êtes-vous, qu'avez-vous fait? Où étiez-vous, où alliez-vous? Êtes-vous aimable et savouable? De quoi êtes-vous capable? De quoi êtes-vous coupable? Pourquoi on vous accable? Où sont branchés vos câbles? Présumé, blâmable, chiffrable, datable, décelable, détectable, commensurable, non effaçable, défavorable. Êtes-vous celle que vous prétendez être? Répondez. Trêve de papouille. Identifiez-vous, Ma s'il vous gueule, plaît. je la brouille, je Critères t'embrouille. faciaux. Mes armes sont légion. J'ai le maquillage, j'ai la coiffure, j'ai des costumes, des chapeaux, des pots de combat. Tu la vois ma mèche entre les deux yeux là? Tu le vois mon sourcil redessiné? Ma peinture de guerre sur la joue? Par ma joue, je te joue des tours. D'un détour, je déjoue tes algos sans rythme. Je t'en foutrais, moi, de la vidéosurveillance. Je porte un voile dans l'espace public. Je suis non-binaire. J'ai un masque sanitaire. J'ai les pixels pour moi. J'ai même chez moi un hacker. J'ai le droit. Je consens ou je consens pas. Et j'active ma résistance et je m'identifie si j'en ai envie. Voilà, donc on voulait ouvrir cette année avec cette espèce de panachage de nos pratiques, de notre attachement au poème. Donc je vous rappelle que les poèmes que vous avez entendus et les textes que vous avez vus à travers des vidéos ou des messages envoyés donc d'Uruguay, de Bagdad et de Lecce étaient des textes de Choki Abdelhamir, Guillaume Artus-Bouvet, Camille Bloomfield, Jean-Patrice Courtois, Laurent Génie, Élie Cadour, Marielle Massé, Guillaume Métayer, Claude Mouchard, lu aussi par Claire Polian, un texte de Peter Zandi, un texte traduit par Tiffaine Samoyo, des poèmes d'Habib Tengour et des poèmes de Théom Bogu. La revue Poésie, c'est aussi son site, c'est aussi Henri, que je remercie. Et à partir donc, du prochain numéro, vous verrez à la fin de chaque texte qui appelle un développement sur le site, un petit lien qui vous permettra donc de, par exemple, on disait des traductions, des développements, etc. Donc la revue Poésie continue, elle continue de plus belle, elle a besoin de vous, les lectrices et lecteurs. Elle a aussi besoin de vous parce que vous nous envoyez des textes, donc merci de continuer, les auteurs. Et on se réjouit de commencer cette nouvelle année avec vous. Merci à la Maison de la Poésie, merci à Alain, toujours amical. Et donc surtout merci à vous et bonne rentrée alors.